Assise dans son wigwam, celle qui pèse la vérité en observait les murs faits de boue et de feuilles. Les branches qui soutenaient la hutte circulaire étaient des branches de bouleau. Par endroits, un morceau d'écorce blanche captait le reflet du visage rond de grand-mère Lune, dont la lumière se glissait par le trou de la cheminée, creusé au milieu du toit bombé du wigwam. Par cette nuit chaude, elle n'avait nul besoin d'un feu et elle était heureuse d'être assise en Tiowen, la tranquillité. Il était réconfortant de savoir qu'elle pouvait faire appel, ici, dans la tranquillité de son cœur, de chercheuse, à la médecine du boulot qui est de découvrir la vérité. L'esprit de la chouette blanche, Snowy Owl, dans le texte original, le harfang des neiges, était à ses côtés en cette nuit où elle devait prendre une décision de justice. L'un des morceaux d'écorce blanche, d'une pâleur fantomatique, semblait en refléter l'image dans l'espace circulaire de sa hutte. La médecine de la chouette blanche, qui est d'éliminer mensonges et tromperies, soutenait celle qui pèse la vérité. La chouette était une gardienne de sagesse. Son esprit l'avait accompagnée depuis le début de sa marche sur Terre. Elle avait gagné sa confiance et mérité son amitié grâce à toutes les erreurs, les défis et les tribulations qu'elles avaient partagées ensemble. En cette nuit d'été, sous la pleine lune, celle qui pèse la vérité devait affronter une situation qui allait mettre à l'épreuve toutes ses compétences afin que justice puisse être rendue. Deux femmes de la tribu étaient venues la voir, 5 soleils auparavant, pour demander son jugement. Eau-Vive avait accusé Oie Blanche, Oie Bleue, de prendre plus que sa part sur la réserve commune de nourriture. Et Oie Bleue avait accusé Eau-Vive d'être une fouineuse et de propager des rumeurs en laissant traîner son regard et ses oreilles dans l'espace sacré des autres. Celle qui pèse la vérité avait passé les 4 sommeils et les 4 soleils suivants à fumer pour s'imprégner de ce qui était en jeu dans la situation. Au prochain lever de grand-père Soleil, elle ferait connaître sa décision devant le conseil de la tribu. Pour voir au-delà de la fumée des illusions de cette délicate situation, celle qui pèse la vérité s'était orientée en direction de l'Est, à l'aube du premier soleil de son processus de prise de décision. Elle avait tendu la pipe sacrée à grand-père Soleil et avait demandé la clarté et la lumière spirituelle. Puis, elle avait rendu grâce pour le don de clairvoyance et de clair ressenti que le vent d'Est lui enverrait. En faisant cela avant qu'aucun message ne lui soit encore parvenu, elle créa ainsi l'espace dans son cœur pour pouvoir le recevoir concrètement. Ensuite, elle avait bourré sa pipe et s'était assise en Théowen, la tranquillité, pour fumer les esprits, to smoke the spirits, de chacune de ses relations à qui elle avait demandé d'imprégner le tabac de leur présence. À chaque bouffée, elle sentait la médecine
ainsi que la force des esprits de l'Est pénétrer dans son corps. La fumée qui s'élevait de la pipe flottait vers le ciel, créant un léger remous dans le vent d'Est qui lui apportait la lucidité qu'elle souhaitait. Le vent d'Est lui rappela que lorsque la clairvoyance est recherchée dans un amour inconditionnel, la lumière de grand-père Soleil vient illuminer la capacité du chercheur, de la chercheuse, à embrasser une vision élargie de la situation sans aucun préjugé. Quand le manteau du ciel de nuit, couleur de fleurs de sauge violette, se posa de lui-même sur la nation du ciel lors de ce premier sommeil, de nouvelles révélations furent offertes à celle qui pèse la vérité lorsqu'elle observa le bol médecine étoilé. Après cela, pendant son sommeil, ses rêves furent emplis de nouvelles visions et de faits éclairants qui concernaient Wableu et Ovide. À l'aube du soleil suivant, elle répéta son rituel en invitant les esprits du Sud à lui montrer ce à quoi elle pouvait se fier dans cette histoire, ainsi que chez les deux femmes qui étaient impliquées. Ce soir-là, de nouveau, elle observa le ciel de la nuit pour y lire les signes et les présages. Ses rêves lui parlaient de leçons d'innocence et d'humilité qui devaient être apprises en la circonstance. Lorsque l'aube pointa au troisième soleil, celle qui pèse la vérité emporta sa pipe sur la crête de la montagne sacrée, où elle répéta sa cérémonie d'invocation aux esprits. Cette fois, elle appela le vent d'ouest, lui demandant la force d'aller à l'intérieur d'elle pour y rechercher les réponses qui lui apporteraient une compréhension plus complète des signes qu'elle avait vus et des messages qu'elle avait reçus. Au vent d'ouest, elle demanda qu'il lui montre de quelle façon sa décision allait affecter le futur des deux femmes et de leur tribu, ainsi que des générations à venir qui n'étaient pas encore nées. Dans la soirée qui suivit, en observant le ciel de la nuit et au cours de ses rêves, celle qui pèse la vérité obtint de nouveau les réponses auxquelles elle aspirait. La quatrième aube fut celle de la cérémonie de convocation de l'esprit du vent du Nord. Celle qui pèse la vérité se tint au bord de la crête de la montagne sacrée, en demandant la sagesse. Elle adressa au grand mystère le sentiment de gratitude qu'elle éprouvait pour les réponses déjà reçues. Et elle y ajouta ses remerciements pour la sagesse qui allait lui venir. Celle qui pèse la vérité demanda que la guérison soit accordée à tous ceux et celles qui étaient concernés et que la bonté de la loi divine qui était au cœur de cette leçon enrichie, qui était au cœur de cette leçon, enrichisse la vie de tous ceux et celles qui en seraient témoins. Puis, elle remercia pour l'occasion stimulante offerte par cette situation de développer sa propre capacité à accepter la vérité en elle-même et chez les autres. Celle qui pèse la vérité s'assit dans son wigwam pour réfléchir aux signes qu'elle avait relevés ce soir-là dans le bol médecine étoilé du ciel de la nuit, ainsi qu'à tous les messages reçus
lors des 4 soleils et 4 sommeils précédents. Elle fit appel à l'esprit de la chouette blanche, qui avait la garde de la direction d'en haut de son espace sacré, et demanda à cet esprit de se manifester dans la hutte. Puis, elle convoqua la belette, qui gardait la direction d'en bas de son espace sacré. Enfin, elle appela la corneille, the crow, la gardienne de la loi divine et protectrice de la direction intérieure de son cœur, assise dans la tranquillité et regardant la nuit de ses yeux grands ouverts dans l'obscurité. Elle attendit. Elle vit un esprit s'approcher pour se percher sur une branche qui dépassait du mur de torchis. Plusieurs branches avaient été prises dans la construction des parois du wigwam pour constituer des crochets ou prendre des objets pour la maison, vêtements, sacs de nourriture séchée et sachets médecine. La chouette blanche se choisit une branche libre, ulula son salut et attendit que les autres esprits totems arrivent. La belette s'installa sur le dessus d'une souche qui servait de table à la mère de clan et salua silencieusement d'un signe de tête. L'esprit de la corneille entra par le conduit de la fumée au sommet du wigwam et vint se percher sur une branche, de l'autre côté de la hutte, face à la chouette blanche. Il coassa un salut pour signifier que les 4 amis étaient à présent rassemblés et prêts à commencer leur pow-wow. Celle qui pèse la vérité était reconnaissante envers les esprits totems qui étaient venus l'aider dans sa prise de décision finale concernant eau vive et oie bleue. Elle manifesta à ses totems le respect que leur vision éveillait en elle, en tendant vers chacun ses paumes de main ouvertes, exprimant par ce langage des signes ses remerciements et son désir de recevoir leurs conseils. La corneille commença par leur rappeler que la loi divine est équilibre, est l'équilibre que l'on retrouve dans tout ce qui fait partie de la nature créée par le grand mystère, et non pas dans les lois conçues par les humains. Ensemble, les 4 amis devaient trouver les réponses qui leur permettraient de respecter la justice de la loi divine, aussi bien que la justesse qui apportait l'équilibre dans la vie de tous ceux et celles qui étaient concernés. La corneille demanda à la belette de dénicher la vérité. Étant la détective du règne animal, la belette pouvait se servir de sa médecine d'astuce, de ruse et d'ingéniosité, ainsi que d'observation de l'évidence, pour mettre en lumière la vérité. La corneille demanda à la chouette d'avoir recours à sa médecine qui est sagesse, discernement et destruction de l'illusion trompeuse, pour aider le groupe à voir la vérité dans son ensemble. À l'état sauvage, le cri naturel de la chouette était de demander systématiquement où, en anglais, who, mais invariablement, elle trouvait aussi les réponses à qui, quoi, quand, comment et pourquoi. Elle était capable de découvrir ces réponses
parce qu'il lui était facile de faire la différence entre une vérité, une semi-vérité et un mensonge. Nos quatre amis passèrent du temps à étudier la difficile question de savoir comment servir au mieux la justice. Lorsque tous les éléments eurent été passés en revue, les esprits totems de celles qui pèsent la vérité se glissèrent dans l'obscurité en la laissant seule, assise dans la tranquillité et le silence, une fois de plus. Elle fit alors prendre à son corps la position de grand lézard, qu'on appelle crocodile, de façon à entrer en contact avec sa médecine de digérer et assimiler la vérité. À la façon du grand lézard des rivières, elle prit son repas de pensée en plongeant dans les eaux de ses sentiments personnels et absorba chaque morceau de vérité pour pouvoir assimiler tout ce qu'elle avait appris sur la situation. Étendue sur le ventre, dans ses habits de nuit, la mère de clan envoya, depuis son nombril jusqu'au plus profond du corps de Martha, le cordon ombilical qui la reliait spirituellement à elle. Les fibres de lumière qui composaient ce cordon transmettaient à son corps des ondes de chaleur venues du tréfonds de la terre, alors qu'elle rêvait de différentes solutions. Dans son rêve, elle chevaucha le poney rayé de blanc et de noir que l'on appelle zèbre. Le zèbre lui rappela sa médecine. Rien n'est définitif ou absolu dans le monde de la nature. Rien n'est totalement clair ou sombre, blanc ou noir. Dans sa chevauchée, elle traversa des plaines d'herbes dorées, balayées par le vent, avec des arbres en forme de gros champignons dont les silhouettes rondes se découpaient sur l'horizon. Elle se mit à chevaucher de plus en plus vite à travers le paysage de son rêve, jusqu'à ce que les rayures du corps du zèbre s'estompent en un volume de lumière brillante qui fusionnait avec sa propre chevelure, flottant librement au vent, et avec son corps devenu ainsi le prolongement vivant de son compagnon lancé au galop. Soudain, le paysage changea et ils se retrouvèrent tous deux dans un autre décor. Le zèbre fit halte devant une grotte envahie de fougères où une eau claire et pure se précipitait depuis une saillie rocheuse dans un bassin limpide en dessous. Celle qui pèse la vérité descendit de sa monture pour écouter la chute d'eau. La grotte était parsemée de minuscules fleurs bleues et de castiljas orangés, aussi appelés pinceaux indiens. Elle remarqua que quelque chose venait de bouger derrière le cours d'eau. Le raton laveur. Le raton laveur émergea avec ses yeux brillants dans son masque noir de bandit, tout sourire comme s'il s'attendait à l'arrivée de la mère de clan. Salut, mère. Cela fait bien longtemps que nous n'étions pas retrouvés face à face. Je vois que tu as pas mal voyagé, dit le raton laveur. Celle qui pèse la vérité ressentit au fond de son ventre la chaleur de la salutation du raton laveur. Elle s'avança
pour dire bonjour à son vieil ami. Mon cœur est comblé, petit bandit, répliqua la mère de clan. C'est bon de te regarder de nouveau dans les yeux. Quelle parole de sagesse as-tu pour moi à présent? Eh bien, mère, je suis toujours le protecteur de l'opprimé, du faible, du fragile et du vieillard. Ma médecine devient chaque jour plus puissante alors que l'avidité et les inégalités ne cessent de dominer les cœurs de la tribu humaine. Je suis venu te dire que lorsque tu prendras ta décision avec le lever de Grand-Père Soleil, tu voudras peut-être prendre en considération les droits de ceux et celles qui dépendent aussi des réserves communes de nourriture, mais qui n'ont pas pris leur part pour pouvoir laisser davantage aux autres. Ces membres de ta tribu ont pourtant planté, ramassé et entassé autant que les autres, mais dans leur docilité et leur humilité, ils ont choisi de venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin, en prenant moins que ce à quoi ils ont droit. Le raton laveur venait de révéler la pièce manquante dans la confrontation entre Oie bleu et Eau vive. Les droits de ceux et celles qui avaient été lésés, sans qu'on y prenne garde, par les agissements des deux femmes, devaient être pris en compte. Dans son rêve, celle qui pèse la vérité pouvait voir le zèbre s'ébrouer et gratter le sol pour attirer son attention. Il se mit à hennir, puis parla haut. Rien n'est jamais noir ou blanc, n'est-ce pas, mère? Le rêve s'évanouit, obligeant celle qui pèse la vérité à bouger son corps pour sortir du paysage du rêve et à quitter ses pensées en revenant à la chaleur de son ventre, nourri par Martère. Tous les sentiments expérimentés pendant les 4 soleils et les 4 sommeils précédents se mêlèrent dans les fibres de lumière du cordon ombilical, à la sagesse recueillie auprès de ses esprits totems, ainsi qu'aux souvenirs ramenés de son rêve. Tout ensemble, sentiments, impressions, faits et sagesse tourbillonnaient à l'intérieur du ventre de la mère de Clon, ce qui constituait une bonne dose d'informations à digérer avant le lever de Grand-Père Soleil. Celle qui pèse la vérité réexamina en détail l'accusation d'eau vive. Eau vive avait dit qu'Oie bleu avait pris plus que sa part sur la nourriture qui avait été plantée, cultivée, récoltée et mise en réserve pour tous les membres de la tribu. Si Oie bleu avait accumulé pour sa famille davantage de nourriture que sa juste part, la mère de clan avait à cœur de comprendre profondément pourquoi elle avait agi ainsi. La belette avait montré à celle qui pèse la vérité la douleur qu'Oie bleu avait enfouie dans son cœur, avec la perte de son enfant mort de faim 2 hivers auparavant. La chouette avait vu dans la réaction de Oie bleu, qui avait accusé Eau vive de se mêler des affaires des autres, son effort pour cacher sa crainte que l'on découvre qu'elle avait peur qu'un autre de ses enfants meure ainsi de faim. Oie bleu avait été meurtri et n'avait pas pu guérir de la douleur d'avoir perdu son petit parce qu'elle se blâmait elle-même de ne pas avoir rapporté assez de nourriture pour sa famille. Pour Eau vive, c'était une autre histoire. Elle ne faisait pas mentir son nom.
Son rire était semblable à la mélodie des cours d'eau et des ruisseaux, mais sa faiblesse était de déverser son bavardage sur les autres, sans se soucier du préjudice qu'elle pouvait ainsi porter à autrui. Il était vrai qu'aux vives ne gardait pas pour elle-même son avis et qu'elle ne réservait pas ses yeux et ses oreilles à ce qui la concernait vraiment. C'était pourtant le respect d'une certaine courtoisie qui préservait l'espace sacré dans la vie tribale. Cette règle, qui permettait une vie heureuse, était bonne. Elle voulait que les membres de la tribu, quels qu'ils soient, détournent les yeux lorsque la vie personnelle de quelqu'un d'autre se trouvait exposée au grand jour. Si, par inadvertance, quelque chose échappa qu'il captait au passage, c'était considéré comme une information privilégiée qui ne devait pas être répétée pour ne pas manquer de respect à l'espace sacré d'autrui. Sans aucun doute, Eau-Vive se montrait une redoutable fouineuse dès que l'occasion s'en présentait, et son besoin outrancier d'être remarqué et reconnu lui avait créé des problèmes dans le passé. Son comportement s'enracinait dans le fait de n'avoir jamais été prise en considération étant enfant, puisqu'elle vivait au sein d'une famille nombreuse, avec des parents trop occupés à essayer de pourvoir aux besoins matériels pour prendre soin aussi des besoins émotionnels de leurs petits. Pendant son enfance, Ovive avait développé un caractère de rapporteuse en découvrant qu'elle pouvait attirer l'attention sur elle si elle adoptait elle-même une attitude stricte et indignée lorsqu'elle signalait les mauvaises actions des autres. Mais la sorte d'attention qu'Ovive reçut en retour fut qu'on se méfiât d'elle et qu'on l'évita. Dans sa propre confusion à savoir si oui ou non on faisait attention à elle, Ovive s'était effectivement coupée elle-même de véritables relations d'amitié. Oie Bleue agissait à partir d'anciennes douleurs et d'anciennes peurs. Eau-Vive agissait à partir de ses blessures et de son besoin d'être aimée et reconnue. Chacune était assise de part et d'autre du grand miroir fumant, projetant ce qu'elle supposait être la vérité dans la fumée de ses illusions. Un écran de fumée qui pouvait déconcerter même l'observateur le plus averti. Celle qui pèse la vérité prit son comptant de nourriture par le cordon ombilical qui la reliait spirituellement depuis son nombril au plus profond du corps de Martha. Puis, elle lâcha prise sur le problème en dormant jusqu'à l'aube. Juste avant midi, elle changea de vêtements et revêtit sa tenue d'apparat. La peau de biche dans laquelle ses atours étaient confectionnés avait été tannée puis travaillée au charbon et au suif pour produire les pièces avec lesquelles elle avait réalisé sa robe, ses pantalons et ses mocassins. La mère de clan fouilla au fond de l'étagère en torchis de son wigwam pour en ramener un sac spécial. Avec précaution, elle déballa le masque de Corneille qu'elle avait sculpté il y a bien longtemps et le regarda en face.
Les plumes noires avaient été fixées sur le masque avec une colle qu'elle avait fabriquée en taillant et faisant bouillir des sabots de bison. Elle avait passé 2 lunes à créer le masque et elle était heureuse du résultat. Aujourd'hui encore, après tant d'hivers, le bec était jaune, symbole de la loi divine, dispensée à tous et à toutes dans l'amour inconditionnel, semblable à la couleur jaune de Grand-Père Soleil. Les yeux étaient rouges, représentant la foi que possède la gardienne de la loi divine, qui sait qu'accepter la vérité est un acte d'humilité. Lorsque Grand-Père Soleil fut au zénith de son parcours à travers le ciel bleu, celle qui pèse la vérité s'assit dans sa grande tenue au milieu du conseil de la tribu. Eau-Vive et Oie-Bleu s'assirent en face d'elle, entourés des anciens qui formaient le cercle des gardiens de la sagesse de la tribu. Au-delà du cercle se trouvaient tous les autres membres de la tribu, attendant silencieusement que la procédure commence. Celle qui pèse la vérité prononça des paroles de remerciement, exprimant sa gratitude pour l'occasion de partage et de guérison qu'offrait la situation en question. Puis on fait brûler des herbes douces pour que leur fumée nettoie toute amertume ou négativité que le groupe pourrait éprouver envers les 2 femmes qui réclamaient justice. Celle qui pèse la vérité commença ainsi. Je suis parvenue à une décision dans cette affaire après les 4 soleils et les 4 sommeils voulus par la loi de la tribu pour mener à bien ma tâche. J'ai consulté les esprits totems, le bol médecine étoilé du ciel et de la nuit, les 4 vents du changement, les ancêtres, les 4 chefs de clans de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, et Soignot, le grand mystère. J'ai été nourrie par Mère Terre et bénie par le Père Ciel. J'ai vu les cœurs de ces 2 femmes et découvert la solution nécessaire selon moi pour ramener la guérison et l'équilibre dans notre tribu. Oie-Bleu a pris davantage que sa part dans notre réserve de nourriture parce qu'elle avait peur de perdre un autre enfant à cause de la famine. Elle porte en elle le blâme d'une mère qui s'est sentie impuissante quand la mort lui a pris son petit. Bien qu'elle ait été guidée par la honte et la peur, c'est un comportement égoïste qui n'a pas pris en considération les droits de ceux et celles qui ont travaillé tout aussi dur qu'elle pour constituer des réserves divers dont nous dépendons tous et toutes. Pour que Oie-Bleu marche de nouveau sur le chemin de la beauté, elle doit rendre la part qu'elle a prise en trop. Et puis elle doit aller dans les bois pour ramasser une quantité double de celle dérobée en secret dans nos réserves. Les baies, racines sauvages, noix et herbes qu'elle ramassera seront réparties équitablement entre toutes les familles qui ont perdu un des leurs lors de la dernière lune de privation. Lorsqu'elle aura accompli cette tâche, Oie-Bleu prendra soin des enfants qui ont perdu leurs parents dans la famine. Tout au long des prochains cycles lunaires, elle devra traiter comme son propre enfant chacun et chacune de ceux dont elle s'occupera. Ovive a parlé hors de propos lorsqu'elle a rapporté son commérage sur Oie-Bleu. Elle n'a pas respecté le droit naturel qu'a tout membre de la tribu de déterminer pour lui-même quel est le comportement correct basé sur son point de vue sacré. Eau-Vive devra suivre Oie-Bleu comme une compagne silencieuse et l'aider dans sa récolte ainsi qu'au cours de ses visites aux familles de deuil. Pendant tout le temps où elle aidera Oie-Bleu, Eau-Vive n'est pas autorisée à parler de ce qu'elle a vu ou entendu. Elle ne devra pas non plus en parler dans le futur.
Pendant les 13 prochaines lunes, Eau Vive ne parlera pas du tout. Elle écoutera. Elle aidera la femme médecine et moi-même pendant les séances de soins et de conseils, mais il lui sera interdit de parler de ce qu'elle aura vu ou entendu. Et elle ne devra pas non plus en parler dans le futur. Les deux femmes devront se présenter à nouveau devant ce conseil dans 13 lunes. Da Nao. Ainsi est-il décidé. Les 13 lunes passèrent rapidement et le conseil de la tribu fut de nouveau réuni. Celle qui pèse la vérité siégea dans sa grande tenue de corneille au centre du cercle et demanda à Wableu de parler de ce qu'elle avait appris dans ce parcours de guérison. J'ai appris que tous les membres de cette tribu ont souffert de pertes, mère. J'ai partagé mon deuil et les leurs, et j'en suis venue à comprendre que nous travaillons ensemble pour une bonne raison. L'unité, le partage et l'attention que nous avons les unes pour les autres, sont les forces qui nous relient et font de nous un seul corps. J'ai abandonné ma peur de la précarité et j'ai découvert la foi qui m'avait fait défaut. Je n'ai plus peur de me retrouver seule si un de mes enfants meurt et part pour le monde de l'esprit. J'ai fait la paix avec moi-même et ne porte plus en moi le blâme ou la honte qui obscurissaient ma compréhension. J'ai élargi ma famille au-delà des frontières de la parenté de sang et j'ai aimé chacun des enfants qui ont eu besoin de moi. À travers la perte de ses proches, chaque adulte ou enfant en deuil a vécu avec moi un lien de partage qui s'est créé, en délaissant nos chagrins pour trouver de la joie, du réconfort et de la compréhension dans la compagnie les uns des autres. Celle qui pèse la vérité remercia Wableu et demanda à Eau Vive de parler des leçons qu'elle avait apprises pendant les 13 dernières lunes. Eau Vive n'avait pas parlé depuis la dernière fois où elle avait comparu devant le conseil de la tribu et son malaise était visible. Elle s'efforça en vain de faire sortir un mot rauque de sa gorge. Elle essaya de nouveau, après un petit moment, et retrouva enfin sa voix. Ces 13 lunes ont changé mon attitude, mon chemin, ma compréhension et la conscience que j'ai de moi-même. Je veux t'exprimer ma gratitude, mère. En écoutant les histoires des autres, j'ai vu et entendu l'histoire de mon propre cheminement depuis la blessure jusqu'à la guérison. J'ai appris la gentillesse et la compassion pour moi-même en faisant attention aux autres et en prenant soin d'eux. À présent, je comprends la folie du besoin que j'avais avant d'être reconnue comme une personne de valeur. Je me sentais sans valeur parce que je n'avais jamais vu mon propre potentiel, ni mes talents. Je n'avais l'expérience que de la voix qui critiquait dans ma tête et qui disait que je ne serais jamais assez bien. Et parce que je croyais que je ne valais pas la peine d'être aimée, je vais blesser les autres en soutenant qu'ils devaient suivre un chemin fait des mêmes règles dures que celles que je m'étais imposées à moi-même. C'est Wableu et de ceux et celles qui ont partagé avec moi les peines de leur cœur que j'ai appris la compassion. J'ai appris à dépasser le ressentiment que j'éprouvais à cause du jugement que tu as prononcé il y a 13 lunes. J'ai été privilégiée de pouvoir prendre part à l'art de soigner de la femme médecine et de bénéficier de ta justesse, de ton bon sens, de ta capacité à donner des conseils et de ta sagesse compassionnée. Pour tous ces dons et pour la guérison de mon cœur, je suis profondément reconnaissante. Le cœur de celle qui pèse la vérité débordait de joie. Des cris d'allégresse et des hurlements de victoire emplirent l'air du matin.
Tous les membres de la tribu se réjouissaient. Chacun d'eux avait vu ces deux femmes changer et attendu impatiemment ce jour. Le chemin de la beauté avait été restauré au sein de la tribu sans châtiment injuste ou toute autre décision qui aurait pu créer une scission entre eux. Tout venait au service de l'équilibre de la loi divine. Chaque femme avait accepté la vérité de ses agissements et découvert des façons de soutenir et de soigner les vieilles douleurs causées par son chemin tordu. La vie était bonne et la tribu aimante, qui avait retrouvé l'équilibre, accédait de nouveau à l'abondance. Celle qui pèse la vérité vit qu'aux vives et oies bleues avaient appris la valeur de la sororité en s'unissant malgré leurs différences pour mener à bien leurs propres tâches. Chacune avait dû s'appuyer sur l'autre, voir leurs similitudes et aller au-delà de leur opinion pour trouver ce qu'elles avaient en commun. Grâce à cette compréhension mutuelle, une amitié était née qui avait rendu sœurs d'anciennes ennemies. Ovive venait de découvrir la première véritable amitié dans sa vie. Et Oie Bleu avait guéri sa peur de l'abandon. Celle qui pèse la vérité adressa ses remerciements à Soigneau, le grand mystère, pour les leçons qu'elle venait d'apprendre en tant que porteuse du panier des fardeaux. Son rôle de rendre la justice n'était plus du tout ressenti comme un fardeau par la mère de clan. Elle réalisa que chaque deux jambes porte avec lui le fardeau de la responsabilité de ses propres actions. Pour grandir, chaque être humain recueille les leçons qu'il a besoin d'apprendre, ajoutant ses expériences au panier au fardeau qu'il porte au cours de sa marche terrestre. La responsabilité d'accepter la vérité de ses leçons est laissée à chaque individu. À lui de décider s'il se sent encombré ou libéré par ses expériences. À compter de ce soleil, celle qui pèse la vérité se souviendra pour toujours que le cri qui chevauche les vents en direction de toutes les nations est celui de la corneille. La loi divine apportera une vie d'abondance à toutes nos relations si nous nourrissons la bonté en nous et que nous n'alimentons pas l'ombre par toutes nos vieilles douleurs passées. C'est seulement ainsi que l'humanité acceptera la vérité, en comprenant que le grand mystère a créé tous les êtres à deux jambes pour cheminer dans la beauté en tant que porteurs vivants de l'amour. Mitakuye Oyasin.